Sommes aujourd'hui réunis pour vous présenter la démarche de réseau, de création de réseau école de musique et conservatoire connectés en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est une présentation publique qui réunit des chefs d'établissement des structures territoriales et associatives du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, mais également des chargés de mission des réseaux départementaux de certains départements. Et je vais commencer par me présenter. Donc, je suis donc Marie-Aline Bayon, je suis la directrice de l'école de musique de Solor à Saint-Étienne dans la Loire. Et c'est moi qui porte cette démarche depuis 2017. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, qui suis-je? Je suis bien sûr enseignante à la base. Je dirige l'école de musique de Solor depuis septembre 2013 et je porte depuis septembre 2017 un projet qui s'appelle l'école de musique connectée. Alors, ce projet, il provient de travaux de recherche que j'ai eu l'occasion de mener en 2016 et qui sont publiés aux éditions L'Harmattan. Vous voyez le titre de l'ouvrage qui est sur le côté droit de la vignette. Dans cet ouvrage, je me suis intéressée justement à la révolution numérique et l'utilisation des outils numériques pour l'enseignement artistique, puisque en 2016, on parlait déjà beaucoup d'utilisation des outils numériques, de révolution numérique. La révolution numérique a impacté les pratiques professionnelles de bon nombre de secteurs d'activité. Mais nous, de notre côté, dans notre secteur, eh bien, ce n'était pas forcément un thème qui était énormément abordé. J'ai voulu comprendre pourquoi, où on en était à ce moment-là, quelles étaient les pratiques déjà à l'œuvre et les potentielles difficultés. Et puis, je me suis intéressée à tout le secteur du e-learning, donc l'enseignement en ligne, mené par des sociétés privées. Et enfin, j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce que je pouvais proposer comme possibilité d'enseignement avec le numérique. Et j'ai conceptualisé un modèle que j'ai appelé l'école de musique connectée, que je décline en partie au sein de ma structure. Bien sûr, j'interviens depuis en tant que conférencière et formatrice sur cette question du numérique qui nous mobilise depuis plusieurs années, mais plus fortement depuis le début de cette crise sanitaire. Alors, l'école de musique de Solor maintenant, pour vous la présenter, c'est une association loi 1901 qui a été créée dans les années 60. Solor est un quartier de la ville de Saint-Étienne, au sud. Nous avons un projet d'établissement avec des cursus basés bien sûr sur les modalités du schéma national d'orientation pédagogique. Mais comme je vous l'expliquais, depuis 2017, nous portons cette spécialité, cette spécificité du numérique à travers le projet que je vais vous présenter. Et nous avons mené un projet d'établissement très centré sur la pratique collective. Aujourd'hui, nous avons acté un projet d'établissement très centré sur l'utilisation du numérique avec des pistes à plus long terme. Nous sommes également sous convention pédagogique avec le Conservatoire Massenet. Cela signifie que nous avons une forme de partenariat dans lequel nos élèves de cursus diplômants passent leurs examens à même titre que les élèves du conservatoire. Et puis, nous travaillons avec le département de musique actuelle sur l'organisation des examens d'entrée et puis sur des projets pédagogiques. On compte au sein de l'école une équipe de 10 enseignants pour environ 150 élèves et nous accueillons les élèves à partir de 3 ans sans limite d'âge avec des propositions adaptées à tout public. Une saison culturelle quand il est possible de se réunir et de jouer en live qui compte une dizaine de manifestations par an. Et notre projet est très centré aussi sur le fait de travailler en partenariat, notamment avec les acteurs de proximité, puisque nous avons développé pas mal de projets pédagogiques avec les écoles, avec le centre social. Alors, quel est le constat de départ avant de parler du projet de l'école de musique connectée? Eh bien, avant la crise sanitaire, notre secteur accusait un retard déjà assez conséquent sur la question du numérique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nos pratiques n'ont pas été développées avec ces usages numériques. Il y a un manque de formation des enseignants qui se sont retrouvés il y a un an à devoir s'auto-former bon gré mal gré sur le tas à l'usage de ces outils.
Il y a un manque aussi de connaissance de ce qu'est le numérique. Nous n'avons pas une culture professionnelle autour de cette question, puisque le numérique revêt différents éléments et il n'y a pas une porte d'entrée unique à ce sujet-là. Qui dit manque de formation va aussi avec manque de moyens concrets, c'est-à-dire des équipements, des logiciels, des moyens aussi en termes de fonctionnement pour pouvoir déployer des dynamiques à ce sujet-là. Les contextes sont très variés d'une structure à une autre. Certaines structures ont des budgets qui sont mobilisables pour pouvoir acheter ce type de matériel. D'autres n'ont rien, parfois même pas le Wi-Fi au sein de leur établissement. Il y a une très, très grosse disparité de moyens et un manque général de moyens à ce niveau-là. Et puis, et ça s'explique aussi par cette raison-là, il n'y a pas véritablement une prise en compte de cette question et d'accompagnement par les pouvoirs publics. Si on regarde les textes, le schéma national d'orientation pédagogique qui est en vigueur et qui régit, on va dire, la structuration de nos pratiques sur le territoire national, ne comporte pas un mot sur cette question du numérique. Il date de 2008. En 2008, on était déjà dans une société assez digitale avec une révolution numérique à l'œuvre depuis plusieurs années. Et ce texte qui date maintenant d'il y a 13 ans ne comporte pas un mot. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien sur le numérique qu'il l'exclut pour autant. Hein. Charge à nous, aux acteurs, d'en faire quelque chose. Mais en tout cas, on sait que lorsque quelque chose est absent de textes fondamentaux comme celui-ci, cela n'incite pas non plus à aller dans cette direction. Et puis, plus généralement, et ça, on le constate depuis la crise sanitaire, on a peu de toute manière d'accompagnement à ce sujet-là et de prise en compte par les pouvoirs publics de cette problématique, puisque personne ne semble véritablement s'en saisir et faire quelque chose à ce sujet-là. Moi, déjà, au sein de mon ouvrage en 2016, je militais pour un plan numérique pour l'enseignement artistique, de telle sorte justement à faciliter la question de la formation, de l'équipement et à pouvoir aller sur une réflexion sereine et intelligente à ce sujet-là. Alors, l'école de musique connectée, elle entend répondre justement à ces questions, à qu'est-ce que ça peut être une école, un conservatoire connecté. Et depuis 2017, on se penche sur cette question à l'école de musique de Solor. Donc, le projet comporte 3 axes. Un axe pédagogique, un axe plus artistique et puis un axe professionnel qui correspond à pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui sur cette question de réseau. Toute la démarche est documentée sur le site internet que vous avez pu voir en signature de mon mail et vous avez certainement été jeter un coup d'œil. Donc depuis 2017, il y a un très grand nombre de ressources déjà présentes sur ce site, que ce soit des captations vidéo, des interviews d'enseignants, de professeurs, des démarches qu'on a mis à l'œuvre, des tests d'outils qui constituent déjà, on va dire, une sorte de base documentaire consultable par tout un chacun. Alors, ces 3 axes, en quoi ils consistent? L'axe pédagogique, ça a été d'essayer de mettre en place des outils justement pour voir comment les enseignants peuvent s'en saisir, comment les élèves peuvent s'en saisir, et ce que ça va produire et comment on peut travailler de manière réfléchie avec ces outils. Alors, le gros du travail a concerné le premier point, le cursus en apprentissage mixte. L'apprentissage mixte étant le fait d'avoir des temps présentiels au sein de la structure et des temps en ligne d'une façon ou d'une autre. Ce cursus, on l'a appelé Cyber Orchestra. Il est à l'œuvre donc depuis septembre 2018. C'est un cursus qui est basé avec une partie à l'école, on va dire c'est le mardi soir durant 2h30, donc les élèves ont 1h45 de cours, avec une partie de 45 minutes plus spécialement sur l'instrument, et 1 heure en collectif avec un projet qui est monté par trimestre. Les enseignants concernés et les élèves concernés donc, sont tous réunis sur une plage horaire similaire, c'est-à-dire que les enseignants qui participent à ce cursus sont là sur les 2h30. Et sur la partie projet, on monte un projet par trimestre avec des groupes qu'on modifie en fonction du projet qu'on va mener. Donc les enseignants peuvent être amenés à travailler avec une partie du groupe, peut travailler en binôme ou en grand groupe. Et on déploie les outils numériques de 2 manières. Dans la logique mixte, il y a les ressources qui sont en ligne chaque semaine à la maison pour les élèves. Et il y a également la notion numérique qui est utilisée avec des outils pour des démarches de création, de travail du son,
sur la partie collective. C'est un cursus qui est ouvert aux enfants à partir du CP jusqu'à la fin du collège. Mais on a une très grosse majorité, en fait, d'enfants en primaire auprès desquels ça suscite une forte adhésion. C'est 90% de l'effectif. Et puis, à côté de ce cursus, on a eu différentes démarches, donc de la FM connectée, on a mis en place d'outils numériques, alors au moyen de tablettes, de smartphones avec des applications, mais aussi au moyen d'un logiciel dont je vous parlerai. On a mis en place la fabrique musicale, qui est une année pour les enfants en CP qui ne souhaitent pas encore commencer un instrument, mais qui ont envie de découvrir un peu les bases de la musique. Et dans ce cadre, nous intégrons des outils numériques pour pouvoir manipuler des sons, de la matière sonore et commencer à lancer les élèves un petit peu dans au moins la production de sons. On a mis en place un atelier de musique assistée par ordinateur, mais non pas réservé aux adultes et aux adolescents, comme c'est souvent le cas, mais auxquels les enfants à partir du CP peuvent également participer, puisqu'on part du principe que l'ordinateur peut être utilisé comme un instrument à part entière et que si on propose cet apprentissage pour les autres instruments, il n'y a pas de raison qu'on ne le propose pas pour les enfants également. Et puis, plus généralement, on a développé différentes démarches de travail en mode projet au moyen de ces outils et d'autres outils qui ont été testés ponctuellement ou qui sont intégrés en fonction des cours. Et puis, l'axe artistique, on va dire entre l'artistique et la médiation culturelle, qui est l'axe que nous avons le moins développé, malheureusement, du fait notamment de ce contexte sanitaire, c'est l'idée de proposer des portes d'entrée dans la pratique musicale, autre que je m'inscris dans un cursus, je vais pratiquer un instrument, je vais suivre mon cursus, mais de dire pourquoi on ne pourrait pas rentrer dans une école de musique et être d'emblée sur des démarches de création, notamment par le fait que ces outils facilitent ces processus-là. Et dans cet esprit-là, c'est de créer des événements, des rencontres pour le grand public dans une démarche de médiation pour que justement on puisse toucher potentiellement des publics qui ne viendraient peut-être pas sur des formes d'enseignement plus traditionnelles, mais qui pourraient être attirés par une entrée en musique de cette sorte-là. Alors, on espère pouvoir développer cet axe de nouveau dans un contexte sanitaire plus serein. Et puis l'axe professionnel, qui est celui qui nous réunit aujourd'hui, dès le départ, du fait qu'il y ait un manque d'accompagnement, un manque de connaissance des enjeux, des problématiques diverses qui sont associées à cette question. L'idée a été de dire pourquoi nous ne nous connecterions pas entre structures pour échanger, pour expérimenter sur ces questions, pour construire de fait de la connaissance commune et ne pas subir justement cette technologie, mais par la réflexion collective, être en capacité de pouvoir les utiliser dans un cadre pédagogique pertinent. Sachant qu'il y a la question du numérique, mais il y a tout ce que le numérique va questionner aussi et qui n'est pas numérique. La question de la communication, du management, les questions juridiques, le rapport au public, ce sont des choses également qui viennent avec l'aspect pédagogique et que cette crise sanitaire a beaucoup mis également en avant, alors que c'était un petit peu moins visible, en tout cas avant, bien que c'était là aussi. Alors, quelles ont été les étapes de ce projet et où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, nous avons une première phase à Solor d'expérimentation purement pédagogique de 2017 à 2018 qui nous ont permis d'avoir un certain nombre de constats et de commencer à ouvrir les cours dont je vous ai parlé sur la saison suivante. Saison qui avait été un petit peu bouleversée du fait de problématiques que nous avons rencontrées, mais qui a suivi son cours. Et l'année dernière, de 2019 à 2020, en parallèle du développement de notre nouveau projet d'établissement, moi j'ai commencé à travailler sur davantage la question du réseau en prenant différents contacts. Alors avant que la crise arrive, puisque j'avais commencé en décembre 2019, et ces contacts ont été favorisés et multipliés par la crise sanitaire, puisque ce besoin d'échange que moi j'avais déjà ressenti avant, recensé, eh bien, est devenu plus criant. Et nous avons réuni un certain nombre de structures qui se sont positionnées pour une première année de développement de ce réseau sous la forme d'un groupe de travail. Et là, ce qu'il se préfigure pour l'année prochaine, c'est une plus grande structuration justement de cette démarche, non plus d'un groupe de travail,
mais véritablement d'un réseau à développer. Alors, quels ont été les objectifs généraux qui ont été déterminés avec le groupe de travail? En premier lieu, c'était d'initier cette dynamique d'échange, hein, de commencer à faire réseau sur le territoire au moyen d'expérimentations et d'échanges sur ces expérimentations avec le numérique. Donc, nous avons déterminé des thématiques communes que je vais vous montrer. Et puis, là, il y a des expérimentations qui sont à l'œuvre actuellement, avec le souhait de collecter des témoignages, de documenter ce qu'on fait, puisque c'est ça qui est important, c'est de pouvoir être à l'œuvre avec ces outils, voir comment ça se passe, pouvoir le montrer, pouvoir en discuter, pouvoir échanger ensemble, avec comme souhait de pouvoir véritablement documenter formellement ces expérimentations, notamment sous la forme, à moyen terme, d'un livre blanc sur le numérique et l'enseignement artistique, au moyen des témoignages des acteurs du territoire, que ce ne soit pas quelque chose de conceptuel, mais quelque chose de véritablement éprouvé, qui émane du terrain pour le terrain, et qui pourrait être on va dire, pas un ouvrage, mais en tout cas un document de référence pour les structures qui souhaiteraient savoir comment se saisir de cette question, trouver une porte d'entrée à ce sujet-là. Cela implique de se rapprocher du secteur de l'innovation. Donc, il y a déjà un rapprochement qui a été fait depuis plusieurs années avec l'École de musique de Solor, mais là, il s'agit de plus formellement sur un groupement de structures qui font réseau. Et puis, pourquoi pas, et c'est assez ambitieux, de construire un label qualité, une charte école de musique, conservatoire connecté, qui permettrait d'identifier des écoles ressources sur le territoire. Donc là aussi, il y a un site internet dédié sur tout ce qui a été fait depuis le début et qui s'appelle ensart-num-aura. Alors, quelles sont les problématiques générales auxquelles répond ce projet? Il y en a deux grandes pour notre territoire. La première, c'est effectivement comment proposer un enseignement musical de qualité au moyen des outils numériques. Alors, la crise sanitaire a eu cet effet salvateur de mettre sur le devant de la scène ces technologies, ces outils, mais il y a aussi un effet pervers qui est que quand on ne sait pas les utiliser et qu'on les subit, eh bien, à un moment donné, on en a vraiment marre, surtout au bout de plus d'un an. Et beaucoup de personnes confondent aujourd'hui ce qu'est le fait de faire une continuité pédagogique avec des outils numériques et le fait de travailler véritablement sur une pédagogie où on intègre, où on s'approprie des outils de manière sereine. La continuité pédagogique, elle porte bien son nom. On est dans un cadre qui est présentiel à l'origine, avec des objectifs déterminés par rapport à ce cadre. Et on doit, puisqu'on en est privé, arriver à continuer d'enseigner avec des outils numériques dans le but de pouvoir revenir après en présentiel et de retrouver nos objectifs, etc. Donc, c'est vraiment pour pallier une situation de crise. Ce n'est pas une démarche qui est pensée en amont. Or, enseigner avec le numérique, c'est possible de ne pas le subir, c'est possible que ce soit pertinent, intéressant, c'est possible que ça apporte beaucoup de plus-value à différents niveaux, mais ce n'est pas la même démarche. Ça doit être pensé en amont. On doit utiliser ces technologies parce que pédagogiquement, ça va nous apporter quelque chose. On a réfléchi à comment on les intègre et c'est un moyen d'atteindre les objectifs et non plus, on va dire, un palliatif à une situation de crise. Et il est important de distinguer ça parce que le but de ce réseau, c'est aussi de montrer ça, de dire oui, effectivement, il y a une sorte de montée en compétences, en connaissance des équipes, des établissements sur ces questions, mais il ne faut pas confondre les deux choses. Et justement, de ces compétences, eh bien, il faut pouvoir arriver à les transformer en des démarches plus construites, plus sereines, dans un cadre équilibré et non subi. Donc, elle est vraiment très large, cette question de comment proposer un enseignement musical de qualité, puisque le numérique peut être utilisé à des niveaux assez larges, que ce soit dans le cadre de cours présentiels, voire cours présentiels traditionnels, dans lesquels on va intégrer des outils qui vont en remplacer d'autres ou qui vont améliorer des situations pédagogiques existantes, ou des démarches mixtes en complémentarité d'un présentiel, ce qui offre la possibilité de mettre en place des cursus différents, comme nous on l'a fait à Solor, voire pourquoi pas, sur un territoire comme le nôtre, imaginer une offre d'enseignement en ligne. Parce qu'effectivement, la deuxième problématique qu'on rencontre sur le territoire
et auquel le numérique peut être une réponse, c'est cette question de structuration de l'enseignement artistique. On voit la carte aujourd'hui, on voit qu'on est sur un territoire qui est très vaste et on sait qu'il est très contrasté en termes de géographie. En fonction de où on se situe sur le territoire, on n'a pas du tout le même accès à l'enseignement artistique d'un endroit à un autre. Si on se situe à Saint-Étienne ou à Lyon, effectivement, on va avoir une offre qui va être très, très importante et facilement accessible si on se retrouve peut-être dans le Cantal ou au fond de la Savoie ou de la Haute-Savoie. Il y a des problématiques de déplacement, des problématiques d'intempéries liées à la situation géographique qui font que des fois, on ne peut même pas assister à son cours ou qu'en tout cas, on ne peut pas forcément développer l'offre qu'on le souhaiterait ou accéder à l'offre à laquelle on souhaiterait du fait de ces contraintes géographiques. Et le numérique, on l'a vu, permet de repousser certaines barrières et peut être potentiellement une réponse à des problématiques de ce type. L'enseignement en ligne véritablement pensé en tant qu'ingénierie pédagogique peut être une façon de compléter une offre et toucher des publics qu'on ne pourrait pas toucher autrement. Bien sûr, ce sont deux problématiques générales. Il y a toutes les problématiques annexes qui rentrent dans ces deux grands questionnements. Alors, quelles ont été les structures qui ont participé à ce projet sur le territoire? Donc, vous avez une petite carte pour voir où elle se situe. Donc, on a naturellement pas mal de structures dans la Loire. Alors, au niveau de la Loire, on a le CRC de Saint-Chamond, le syndicat intercommunal de la vallée de l'Ondaine, qui est Larry-Camary, le Chambon-Feugerolles. Il y a l'école At-à-Porter à Saint-Étienne, l'EMAS Lorette, qui est une école de musique actuelle, et puis Cap Musique à la Talaudière. Et après, nous avons deux structures sur le territoire du côté du Puy-de-Dôme, avec le CRD de Vichy et puis l'école de musique de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Une structure dans le Rhône qui est l'école de musique de Chaussan. Et puis dans la Drôme, nous avons le KEM de Dieu-le-Fit et l'école intercommunale de Livron-Loriol-sur-Drôme. Alors je me réjouis aujourd'hui d'avoir des structures qui représentent d'autres territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes, puisque nous avons un territoire assez vaste et il va être intéressant de pouvoir échanger justement avec des structures qui n'ont pas été, dont les départements n'ont pas encore été représentés dans cette démarche. Alors, voilà. Alors, quelles expérimentations avons-nous menées en 2020-2021? Quelles sont les expérimentations qui sont à l'œuvre actuellement? Le groupe de travail s'était positionné sur deux expérimentations. La question de l'apprentissage mixte, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le fait d'avoir des cours présentiels et du temps en ligne d'une manière ou d'une autre, qui peut être sous la forme de ressources, et puis d'expérimenter des outils plus ciblés, notamment pour la formation musicale, la création, l'évaluation. Alors, les outils qui ont été retenus pour cette expérimentation, ça a été l'outil Padlet pour l'organisation des contenus, Learning Apps, qui est un site permettant de faire des petites activités, des petites applications sur mesure d'évaluation, et puis Kahoot pour le quiz, et deux outils plus, entre guillemets, professionnels, Earmaster pour le développement de l'oreille et Soundtrap, qui est un studio virtuel d'enregistrement. Alors, les expérimentations sont encore menées et feront l'objet, bien sûr, d'une restitution dont je vais vous parler. Qui sont donc les partenaires de cette expérimentation, de ce projet? Alors, la Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes soutient le projet de l'école de musique connectée depuis son origine. Et puis, nous avons donc deux partenaires innovation qui ont mis à disposition gratuitement leurs outils pour que les structures puissent tester, donc Earmaster et Soundtrap. Et nous avons le CFEDEM Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, qui est également partenaire de cette démarche dans le cadre d'un appel à projet sur les pratiques innovantes, dans lequel il croise donc les résultats de notre expérimentation avec d'autres terrains d'expérimentation. Bien sûr, cette liste de partenaires est amenée à se développer. Alors, où en sommes-nous concrètement avec les structures
que je vous ai montré, on a mis en place des temps d'échange mensuels en visioconférence, donc à peu près une réunion par mois depuis le début, pour échanger sur les problématiques rencontrées, prendre certaines décisions par rapport au développement du réseau. Les équipes qui se sont mobilisées ont assisté à 2 sessions en live sur la chaîne YouTube de l'école de musique de Solor. Moi, j'ai présenté les outils et j'ai donné des pistes de réflexion, des pistes d'usage pour expérimenter, pour monter leurs expérimentations, ils aient un socle de connaissances minimum. Et puis, on a eu des temps d'échange avec les enseignants, donc en novembre et puis plus récemment en mars dernier. Toute la démarche est documentée, donc il y a des témoignages que vous verrez sur le site internet. Et puis, on a mis en place un système de suivi aussi pour pouvoir concrètement après analyser les données qu'on aura récupérées. On a centralisé pour le groupe de travail des informations sur Padlet. Et puis, il y a un site internet, comme je vous le disais, qui est dédié. Les expérimentations ont commencé depuis janvier et on a eu un premier événement professionnel le 4 février dernier, à la demande donc de la BRAC Auvergne-Rhône-Alpes, qui était un premier temps d'échange, un premier temps de présentation de ce qui a été fait avec le groupe de travail. Alors, je vous montre au passage le site internet, voilà, le site internet du projet, qui s'appelle Enseignement artistique et numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, avec voilà, des témoignages, vous pourrez regarder, et ce site va s'étoffer au fur et à mesure. Et puis, le groupe de travail a bien travaillé, comme qui dirait, puisqu'il y a voilà, un Padlet qui est à destination alors uniquement des chefs d'établissement qui participent, mais qui constituent un certain nombre de ressources avec des comptes rendus et différents éléments en lien avec cette démarche. Alors, un prochain temps important sera le 21 juin au matin, donc date symbolique, hein, puisque nous apprêtons à avoir une fête de la musique encore particulière, je pense, cette année, qui sera un temps de restitution publique sur le projet, mais cette fois-ci, ce seront les enseignants qui vont avoir la parole et qui vont pouvoir présenter ce qu'ils ont fait, expliquer comment ça s'est passé, les difficultés qu'ils ont éventuellement rencontrées, tout ce qu'ils ont envie de dire sur le projet. Et ce temps d'échange sera diffusé en direct, comme nous l'avons fait l'autre fois pour la table ronde, sur la chaîne YouTube de l'école. Et puis nous présenterons effectivement les perspectives pour l'année à venir. Alors, se pose maintenant la question de ce groupe de travail. Eh bien, il faut évoluer sur une véritable notion de réseau. Et comment allons-nous structurer la démarche? Donc, pour que le réseau ait une raison d'être, il faut avoir identifié des besoins pour remplir un certain nombre de fonctions sur le territoire, puisqu'on ne va pas se réunir pour le plaisir de se réunir, mais bien pour avancer sur ces questions. Donc, on a identifié différents besoins par rapport à justement cette question du numérique, et les fonctions du réseau que je vais vous présenter après sont en lien. Il y a un grand besoin d'information des professionnels du secteur. Comme je l'expliquais tout à l'heure, la continuité pédagogique et travailler avec le numérique de manière pertinente, ce sont deux choses différentes. Donc, il y a besoin d'informer sur quels sont les usages possibles, quelles sont les ressources qu'on peut s'approprier, et puis d'accompagner les acteurs dans cette démarche, de soutenir les expérimentations, tout ce qui est mis en place et de les mettre en lumière. On a besoin de mettre justement les acteurs en situation d'expérimentation. Donc, qui dit expérimentation, c'est créer un cadre serein, bienveillant pour justement prendre le temps de tester, de voir comment ça se passe. Parce que, on l'a vu, les enseignants ont été obligés du jour au lendemain de s'approprier des outils. C'est assez complexe, c'est assez violent de se retrouver comme ça à devoir mettre en place des choses sans avoir pu le faire de manière sereine. Donc là, dans l'idée, c'est de vraiment prendre le temps dans un cadre bienveillant, sans jugement de quelque nature que ce soit, pour justement voir comment ces pratiques professionnelles, elles peuvent évoluer, qu'est-ce qui va être intéressant, qu'est-ce qu'on va garder, comment faire le tri et à quelles problématiques on peut répondre grâce à tout cela,
avec ce souhait de documenter, comme je vous l'ai dit, ce qui est fait pour que ça réponde à cette question d'intérêt général, que ça bénéficie au plus grand nombre, ce travail qu'on est en train de faire et qu'on va continuer de faire. Et puis, c'est dans l'échange aussi qu'on avance. Donc, permettre cette rencontre des acteurs sur le territoire. Alors, rencontre qu'on souhaite potentiellement physique, présentielle dans la mesure du possible, mais rencontre aussi virtuelle, puisqu'on a rarement en fait l'occasion d'échanger avec des homologues qui sont à l'autre bout du territoire. Et là, le numérique nous permet, grâce à l'abolition de ces frontières, de pouvoir échanger effectivement très facilement, tout en étant à des territoires complètement opposés sur Auvergne-Rhône-Alpes. Besoin d'échange avec le secteur de l'innovation, puisqu'on a vu qu'il y a un très grand nombre d'outils en lien avec la musique, en lien avec la pratique artistique. Le secteur de l'innovation est très enclin, dans une large mesure, à avoir un dialogue avec le secteur de l'enseignement musical. Moi, je suis en lien avec des partenaires innovation depuis plusieurs années. Et sur la question des retours utilisateurs, dans l'idée, c'est de pouvoir peut-être imaginer aussi les solutions de demain avec eux qui correspondront bien aux besoins des acteurs. Et puis, il y a toute cette question de formation qui est très prégnante et qui revient, et de pouvoir avoir une forme de formation, c'est quelque chose qui relève vraiment du besoin. Et puis après, il y a tous les enjeux plus publics par rapport aux collectivités territoriales, par rapport au pouvoir public au sens large, puisque cette question étant relativement absente, pas véritablement traitée, eh bien, c'est le but aussi du réseau de pouvoir s'emparer de la question et de pouvoir défendre les intérêts des acteurs à ce sujet-là, qu'il y ait une prise en compte véritable et que ce réseau, ça devienne un référent sur cette question du numérique. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Quelles sont les fonctions que nous souhaitons avoir? Eh bien, naturellement, par rapport aux besoins identifiés dont je vous ai parlé, on a défini 4 axes de travail, 4 pôles pour ce réseau. Un pôle ressources, un pôle recherche, un pôle accompagnement et un pôle représentation professionnelle, avec quelques lignes directrices et un fléchage sur ce qui est déjà à l'œuvre et potentiellement le point d'étape que les participants actuels souhaitent voir pour l'année prochaine. Donc, en termes de ressources, il sera question d'assurer une veille sur les outils, de pouvoir identifier, catégoriser, hiérarchiser différents types de ressources, que ce soit des outils ou de la documentation autour d'outils, des exemples de projets, pour constituer une bibliothèque de ressources pour les acteurs, et puis de pouvoir publier ou diffuser d'une façon ou d'une autre, effectivement, les résultats formalisés des recherches que nous allons mener sur le territoire. Alors, en termes de recherche, il est question de définir des thématiques, puisqu'on ne peut pas tout traiter d'un coup, de pouvoir cibler certaines thématiques et de justement expérimenter dessus et d'approfondir ces questions. De co-construire des expérimentations ensemble, mais avec tous les partenaires qui pourront être pertinents, comme on l'a fait avec le CFEDEM Auvergne-Rhône-Alpes. On peut imaginer le partenariat avec d'autres acteurs du monde de l'enseignement pour co-construire ces expérimentations. Et puis, les expérimenter sur des cadres réels de pratiques professionnelles et de documenter au fur et à mesure toutes ces expérimentations. En termes d'accompagnement, effectivement, ça va être, comme je vous l'ai dit, de favoriser la rencontre des acteurs autour du numérique, mettre en place ce qu'on appelle une communauté de pratiques, d'événements professionnels à ce sujet-là, mais aussi favoriser, grâce à ces outils notamment, ou sans les outils sur d'autres démarches, favoriser la rencontre pour la création de projets entre établissements sur notre territoire. Favoriser la rencontre, la discussion avec le secteur de l'innovation, et puis recenser quels sont les besoins en formation pour faciliter justement la mise en place de formations à ce sujet-là sur le territoire. En termes de représentation professionnelle, c'est d'agir véritablement comme un réseau identifié, visible, et de continuer à fédérer différents types d'acteurs, mais surtout être force de proposition par rapport au pouvoir public dans la prise en compte de ces enjeux. Et puis représenter partout où ce sera pertinent les intérêts des membres sur ces questions-là. Alors,
qui va pouvoir rentrer dans cette démarche, puisqu'on a commencé par un groupe de travail. On va continuer à avoir des groupes de travail dans ce réseau, mais maintenant se pose la question de la structuration, et qui dit structuration dit mécanisme d'adhésion, de soutien, etc. Alors, nous allons vers la question d'une adhésion annuelle par établissement. Ce qui est inscrit donc dans ce cadre, c'est une estimation, ça n'a pas été encore complètement acté, mais dans l'idée d'une adhésion avec une part fixe plus une part variable basée sur le nombre d'élèves. Donc on devrait être dans on va dire un niveau d'adhésion de cet ordre-là, en tout cas pas plus. Et une convention de partenariat pour les structures qui adhèrent, pour fixer le cadre des expérimentations et des engagements qui sont pris à ce sujet-là. C'est ce que nous avons déjà fait cette année, la convention de partenariat. Chaque structure qui a participé est en convention de partenariat avec l'école de musique de Soleure. Alors, quelles vont être les contreparties envisagées pour les établissements qui adhéreraient à cette démarche? Eh bien, c'est déjà pour les outils numériques de pouvoir accéder potentiellement à des périodes gratuites de tests et ou des tarifs préférentiels sur les outils déployés. Donc, pour les deux partenaires que nous avons aujourd'hui, Master s'est déjà positionné sur le fait de proposer au réseau un tarif préférentiel. Centrap, on doit en discuter très prochainement. Et moi, j'ai une liste d'autres partenaires avec qui je dois m'entretenir, notamment à ce sujet-là. La deuxième contrepartie, c'est justement l'animation de temps d'accompagnement, de conseils autour de problématiques. Donc, l'animation de groupes de travail, mais aussi de groupes de travail pour les professeurs, pour faciliter la rencontre et l'expérimentation commune, tout en assurant le cadre de ces expérimentations. L'accès à des ressources et des informations. Donc là, on a un site internet, on va dire avec une base publique. Dans l'idée, ce serait de pouvoir avoir un espace de ressources dédié aux membres du réseau, avec des ressources multimédia notamment. La création d'un fonds documentaire, comme je vous l'ai exposé, l'idée d'un livre blanc, la collecte de témoignages. Un annuaire, l'accès à un annuaire des membres, une géolocalisation avec ce qui est de l'ordre des compétences, du profil de chacun pour faciliter justement la mise en relation et potentiellement aussi la mutualisation en termes de compétences et de matériel sur des territoires qui sont proches, ça peut être assez intéressant. Et puis peut-être une newsletter d'information générale. Sur le volet formation, les acteurs s'attachent à dire qu'il y a vraiment un gros besoin. Donc, dans l'idée, c'est que le réseau puisse recenser les besoins parmi les adhérents pour faire remonter ces besoins en termes de territoire, faire le recensement des formateurs, des organismes de formation, des formations qui existent, et pourquoi pas réaliser des commandes de formation en fonction des besoins auprès d'organismes identifiés sur ces questions. La participation à des événements professionnels. Donc, on souhaite pouvoir se réunir réellement, mettre en place des journées professionnelles d'échange, de restitution, mais aussi, pourquoi pas, inviter des experts sur ces questions-là. Et puis, la représentation professionnelle, donc être une instance pour représenter ces enjeux. Et pourquoi pas défendre cette question d'un label qualité dont je parlais, école de musique, conservatoire connecté, qui pourrait potentiellement s'inscrire dans l'idée des schémas. Alors, au-delà des établissements, on peut imaginer aussi que les pouvoirs publics soutiennent la démarche avec une adhésion dont les contours seraient à déterminer, que ce soit les communes, les départements, avec peut-être un cahier des charges par rapport à cette participation du réseau sur le territoire. Et bien sûr, tous les fonds qui seront récoltés vont servir à financer le réseau dans son fonctionnement, puisque c'est énormément de travail que de mettre en place une dynamique comme celle-ci, dans l'organisation, dans l'animation des temps d'échange. Mais après, il y a tout l'aspect communication, administration, etc. Et puis, il y aura des besoins techniques plus concrets sur le plan justement d'un fonds documentaire, etc. Et puis de fonds pour pouvoir mettre en place des événements professionnels.
Alors, en termes de subventions, on pourra aussi faire appel à cette question-là, puisque la DRAC nous a subventionné jusqu'à présent et qu'il était question potentiellement de l'être peut-être plus par rapport au réseau. Et puis faire appel à d'autres sources de financement, qui là aussi demandent du temps de travail, puisque aller chercher du mécénat financier, du mécénat de compétences, ça peut être assez long, mais on a un territoire qui compte beaucoup de structures d'entreprises sur l'innovation et autres d'ailleurs, auxquelles on pourrait faire appel. Et puis bien sûr la question des partenariats innovation qui sont déjà à l'œuvre. En termes de structure juridique, à l'origine, moi j'avais créé une association en préfiguration qui n'a jamais fonctionné. Et après discussion, on a acté qu'en tout cas au départ, ce serait l'école de musique de Solor qui continuerait à porter cette question de réseau. En termes de statut, les statuts ont été complétés dans ce sens-là par rapport à l'objet de l'association. En termes de comptabilité, il sera question de tenir une colonne distincte de comptabilité sur l'utilisation des fonds qui seront collectés par rapport au réseau pour garantir la transparence, la lisibilité de cette utilisation. Et en termes de décision, il sera question de mettre en place un mode de consultation collective sur l'utilisation de justement ces fonds. Donc voilà, un tour d'horizon de cette démarche depuis son origine, là où nous en sommes aujourd'hui et vers quoi nous allons. Donc j'espère que ça vous aura déjà apporté un niveau d'information intéressant et que vous allez avoir envie de nous rejoindre. Et je vais donc cesser cette présentation et son enregistrement pour vous laisser place à la parole pour toutes les questions que vous avez, tous les points que vous avez envie d'aborder.